Bienvenue au cœur de l'histoire. Je suis Virginie Giraud. Ce serait le premier accident nucléaire. Le cœur de ce réacteur est entré en fusion. Le réacteur a explosé dans la centrale de Tchernobyl. Gorbatchev ne donne pas de détails sur la catastrophe. Tchernobyl. Le nuage radioactif de Tchernobyl. L'État français qui a volontairement minimisé les risques au moment de la catastrophe nucléaire. En France, nous n'avons absolument rien à redouter. Certains d'entre nous s'en souviennent, d'autres en ont entendu parler, d'autres encore ont vu des séries ou des films sur Tchernobyl, le plus grand accident technologique de l'histoire. L'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale Vladimir Ilitch Lénine a lieu dans la nuit du 25 au 26 avril 1986. Les soviétiques vont devoir improviser des solutions pour limiter la fuite de particules radioactives dans l'atmosphère et sécuriser le site pour empêcher une seconde explosion qui rendrait l'Europe inhabitable. Ce drame permet à Mikhaïl Gorbatchev, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, de tester sa nouvelle politique de glasnost, la transparence des décisions politiques et la liberté de la presse dans un monde polarisé par la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis. Pendant que l'accident de Tchernobyl transforme le monde, Valéry Legasov, un chimiste et physicien de l'Académie des sciences de Moscou, se rend à Tchernobyl pour tenter de limiter l'impact de la catastrophe. C'est son histoire tissée dans l'étoffe du drame de Tchernobyl que je vais vous raconter dans une série exceptionnelle en 4 épisodes émaillés d'archives sonores d'Europe 1. Tchernobyl est l'ingénieur qui a tenté de limiter la catastrophe nucléaire. Épisode 1. Camarades travailleurs du nucléaire. Nous sommes à Moscou le 26 avril 1986. Il est environ 9h30 du matin. Ce jour-là, il fait beau. Le printemps s'installe sur les rives de la Moskova. Valéry Legasov réfléchit un instant. Le chimiste et physicien de 49 ans hésite entre déjeuner avec sa femme et ses amis ou se rendre à une réunion du Parti communiste organisée par l'Institut nucléaire Kourchatov pour lequel il travaille. Ce scientifique aux traits épais et aux grandes lunettes en plastique clair est un homme scrupuleux. À 10h, il renonce à ses projets personnels et saute dans une voiture. Il se reposera plus tard. Arrivé au ministère où se tient la réunion, Legasov est convoqué dans un bureau. Un fonctionnaire lui apprend qu'un accident a eu lieu à la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Il fait désormais partie d'une délégation de scientifiques qui doit se rendre sur place pour évaluer les dégâts et prendre les mesures nécessaires. Legasov est un peu perdu. Apparemment, c'est urgent, mais il n'a aucune information précise sur cet accident. Il a seulement le temps de récupérer quelques affaires avant de se rendre avec un chauffeur à l'aéroport. Là, il retrouve d'autres scientifiques, des membres du gouvernement et des agents du KGB, la police politique de l'Union soviétique. Legasov et la délégation moscovite arrivent à Kiev à 20h20. Ils sont accueillis par des hommes politiques ukrainiens. Des voitures les attendent pour parcourir les 140 km qui les séparent de Tchernobyl. Sur le trajet, le ciel a une étrange couleur pourpre, comme si l'atmosphère était chargée de particules qui filtrent la lumière du couchant. Cette belle journée de printemps n'est vraiment pas propice au repos. L'histoire commence au milieu des années 1970 à Pripyat, à une quinzaine de kilomètres de Tchernobyl, en Ukraine, non loin de la frontière biélorusse. Cette petite ville construite près de la rivière du même nom abrite les travailleurs de la nouvelle centrale Vladimir Ilitch Lénine, dotée de 4 réacteurs nucléaires. Pripyat a été conçu spécifiquement pour les opérateurs de la centrale et leurs familles. C'est l'un des fleurons de l'architecture soviétique. L'espace de la ville est rationalisé. Des immeubles en béton d'une dizaine d'étages semblent posés entre les pelouses et les parkings. La cité est pourvue de toutes les commodités. Des centres commerciaux, une clinique, des crèches, des écoles, des salles de spectacle, une piscine, une salle de sport, un centre culturel. En 1986, on installe même une fête foraine avec sa grande roue aux cabines jaunes et ses autotamponneuses.
Elle doit être inaugurée au début du mois de mai. Pripyat, c'est un véritable rêve pour camarades travailleurs du nucléaire insérés au cœur d'une belle forêt de pins. La vie est douce. La faucille et le marteau, emblème communiste, ornent les bâtiments publics. L'Union soviétique est un paradis pour le plus grand des peuples qui a les plus grands scientifiques et les hommes politiques les plus dévoués. En tout cas, c'est ce que raconte la propagande. Quand Pripyat sort de terre dans les années 1970, l'Union soviétique est déjà à l'agonie. Les idéaux communistes sont des utopies comme les lendemains qui chantent, mais ils ne se concrétiseront jamais. La suppression universelle de la propriété privée n'aura jamais lieu. Le communisme enfonce inexorablement l'URSS dans une crise politique, économique et sociale. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, l'Union soviétique forme le bloc de l'Est. Celui-ci se compose de la Russie et de ses pays satellites, des pays d'Europe centrale situés à l'est du rideau de fer. Rideau de fer, cette expression désigne une séparation idéologique et physique entre l'URSS et le bloc de l'Ouest, composé des États-Unis et de l'Europe occidentale. La guerre froide a commencé peu après la Seconde Guerre mondiale. Le monde est polarisé. L'Ouest se fait le défenseur du capitalisme et l'Est du communisme. Les États-Unis et l'URSS sont deux superpuissances qui se livrent une bataille sans merci pour augmenter leur zone d'influence au détriment de l'autre. Chacun braque sur son ennemi des missiles nucléaires qui ont une valeur dissuasive et l'Europe se trouve prise entre leurs deux feux. En URSS, le cœur du pouvoir se trouve à Moscou. Celui-ci est entièrement détenu par le Parti communiste tout-puissant. Sa communication est assurée par son organe de presse, la Pravda. Le parti est dirigé par son organe central, le Politburo, qui compte entre 5 et 25 membres. Ses membres les plus prestigieux ont été Lénine, Trotsky et Staline. Depuis la mort de ce dernier, l'URSS n'a plus de grands leaders charismatiques. Les membres du gouvernement sont appelés les apparatchiks. Ce sont les cadres du parti qui exercent le pouvoir exécutif. Mikhaïl Gorbatchev, fils de travailleur agricole, est entré en politique après de brillantes études de droit. Discret et déterminé, il gravit un à un les échelons du parti. Ce jeune apparatchik prometteur se rend compte que le pays est aux mains de vieux messieurs idéologues gangrénés par la corruption. Il rêve de rénover le communisme et de sortir l'URSS du marasme de la crise. Pour y parvenir, il est prêt à discuter avec les dirigeants occidentaux. Il gagne même les bonnes grâces de l'austère première ministre britannique Margaret Thatcher. Au Kremlin, les choses n'ont pas traîné. Mikhaïl Gorbatchev, 54 ans, est devenu secrétaire général du Parti communiste d'Union soviétique, moins de 4 heures après l'annonce officielle du décès de Konstantin Tchernenko. Le 11 mars 1985, Mikhaïl Gorbatchev est élu au poste suprême. Il devient secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique. Le voilà aux manettes de la fédération. Il va pouvoir la rénover et redresser l'URSS. Monsieur Gorbatchev traduit une relève de génération. Il passe pour être un technocrate aux idées plus modernes dans le secteur économique, mais comme nous le rappelait un interlocuteur soviétique, n'oubliez jamais que chez nous le pouvoir est collégial et qu'il n'y aura pas de brusques changements de politique. Ils mettent en place 2 mesures essentielles pour y parvenir. La perestroïka est le plan de restructuration politique, économique et sociale de l'Union soviétique. Son autre grande mesure phare est la glasnost, la transparence des décisions politiques, la fin de la censure et la liberté, somme toute relative, de la presse. Gorbatchev, reconnaissable à sa tache de vin sur son front dégarni, est un jeune quinquagénaire plein d'énergie, prêt à tout pour la gloire de l'Union soviétique. Il ne se rend pas encore compte de l'ampleur du chantier qu'il vient de lancer. Le drame de Tchernobyl va bientôt lui montrer le niveau de déliquescence de l'URSS. Nous sommes le 25 avril 1986 dans la soirée. Une équipe restreinte de 176 personnes travaille à la centrale de Tchernobyl. Dans les bureaux du bloc 4, les ingénieurs sont en train d'achever l'organisation d'une procédure. Ils veulent tester le système d'auto-alimentation du réacteur.
ça lui permettrait de fonctionner tout en économisant de l'énergie. Il est maintenant 1h du matin le 26 avril 1986. Les ingénieurs du bloc 4 n'ont pas fait valider la procédure de test par la direction de la centrale. Ils sont mus par des idéaux de productivité du régime soviétique. Ils veulent être des travailleurs performants. Ils lancent donc la procédure de test. Dans le réacteur numéro 4, la température monte. Un court-circuit a lieu. Les opérateurs du bloc 4 ne sont pas assez bien formés. Ils ne savent pas comment réagir face à cet incident. À 1h23 du matin, les opérateurs ont l'impression que le sol s'est mis à vibrer. Soudain, le bruit d'une explosion leur vrille les oreilles. Il y a une immense déflagration et une série d'explosions. Le réacteur numéro 4 vient d'exploser. Il a projeté en l'air la dalle de béton du bâtiment qui l'abrite. En retombant, celle-ci éparpille dans l'air des morceaux de graphite incandescent qui composent les barres qui enferment l'uranium. Avec l'air qui s'engouffre dans le réacteur, la réaction en chaîne devient de plus en plus rapide. L'uranium entre en fusion. Le cœur du réacteur bouillonne à presque 3000 degrés. Il forme un magma blanc qui projette dans l'air, à plus de 1000 mètres, une colonne de feu bleu et rouge qui s'achève par un arc-en-ciel. Il est 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale explose. 7 minutes plus tard, le téléphone sonne chez Gennady Krasnochon. Il est l'un des ingénieurs de Tchernobyl. Nous avons vu une sorte d'auréole de très fortes lueurs au-dessus de la centrale. Oui, il a compris qu'il s'agissait effectivement d'une situation de crise. À Pripyat, à 3 km de la centrale, quelques noctambules et les personnes réveillées par l'explosion assistent au spectacle. Ils voient parfaitement cette colonne de lumière sublime avec ses reflets moirés et sanguins qui se diffractent à son sommet. Personne ne sait que de folles quantités de césium, de graphite et d'iode radioactifs sont en train de se propager dans l'atmosphère et de contaminer les nuages. Cette explosion est plusieurs fois supérieure en intensité à celle de Hiroshima et de Nagasaki. À la centrale de Tchernobyl, les opérateurs du bloc 4 sont sonnés. Ils s'approchent du réacteur autant que possible et constatent les dégâts. Certains tentent d'éteindre l'incendie et y laisseront la vie. Une trentaine de pompiers arrivent à la centrale escortés par le vacarme des gyrophares. Les soldats du feu n'ont aucun équipement spécifique pour faire face à cet accident nucléaire. Ils combattent ce brasier avec les mêmes tenues qu'à l'ordinaire, mais ils constatent vite que l'eau ne peut pas grand-chose contre cet incendie qui semble défier les lois de la logique connue. À Moscou, Mikhail Gorbatchev est réveillé à 5h du matin. Le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique est informé qu'un accident a eu lieu dans la centrale nucléaire de Tchernobyl en Ukraine. Gorbatchev tombe des nues. On est incapable de lui donner des informations précises sur la gravité des faits. On lui parle d'un accident, pas d'une explosion. Il se rend compte que la circulation de l'information est un véritable problème en Union soviétique et qu'il faudra régler ça. Mais pour l'heure, il doit en savoir plus pour prendre les bonnes décisions. Il fait donc convoquer en urgence le physicien Anatoly Alexandrov. Ce membre de l'Académie des sciences est un vénérable scientifique âgé de 83 ans. Alors que Gorbatchev attend Alexandrov, la rumeur d'un accident à Tchernobyl se répand dans le milieu des journalistes en Ukraine. Au lever du jour, le photographe Igor Kostin, membre de l'agence de presse soviétique Novosti, rejoint un de ses amis pilotes d'hélicoptère. Les deux hommes s'approchent de la centrale pour la photographier. La chaleur est intense. Il est impossible de passer au-dessus du réacteur duquel s'échappe de la fumée. Igor Kostin prend des photos du cratère noir laissé par l'explosion, mais soudain, son appareil s'enraye. Impossible de prendre d'autres photos. Il sort un second appareil qui tombe lui aussi en panne. C'est plutôt troublant comme coïncidence. De retour au laboratoire où il développe ses pellicules, Kostin va faire une découverte étonnante. Bienvenue à Pripyat.
À l'aube du 26 avril 1986, le photographe de l'agence de presse soviétique Novosti, Igor Kostin, a survolé les abords de la centrale avec un ami pilote d'hélicoptère. Ces appareils photos sont tous tombés en panne les uns après les autres. De retour au laboratoire, il développe ces quelques clichés. Ils sont tous flous. On voit bien un trou noir béant à la place du réacteur 4 comme un puits sans fond, mais il y a d'étranges granulés sur l'image et des taches qui seraient dues à une surexposition. Igor Kostin ne sait pas encore que ce sont de puissants rayons X qui ont endommagé ses appareils photos et abîmé ses négatifs. Il n'a même pas conscience d'avoir été lui-même exposé à une dose déraisonnable de rayonnement. À Moscou, Gorbatchev reçoit le physicien de l'Académie des sciences, Anatoly Alexandrov. Le scientifique de 83 ans n'en sait pas plus que le secrétaire général, mais il est très sûr de lui. Il assure à Gorbatchev qu'on pourrait mettre le réacteur de Tchernobyl au milieu de la place rouge. Il ne serait pas plus dangereux qu'un samovar, une sorte de théière russe. Gorbatchev trouve la formule baroque. Il se méfie. Il comprend qu'il n'a aucune information sérieuse sur la situation et c'est un vrai problème pour prendre les bonnes décisions. En début de matinée, il supervise donc la création d'un comité spécial composé de scientifiques, de ministres et de membres du KGB. Ce comité sera envoyé à Tchernobyl pour voir ce qu'il se passe là-bas et prendre les décisions qui s'imposent. Parmi les scientifiques choisis par Gorbatchev, il y a Valéry Legasov, un chimiste et physicien de 49 ans, membre de l'Académie des sciences. Cet homme est aussi l'un des cadres de l'Institut nucléaire Kourchatov. À Pripyat, le colonel de la défense civile Vladimir Grebeniouk rassemble ses hommes à qui il confie des dosimètres, des instruments de mesure de la radioactivité. Dans la matinée du 26 avril, alors que les habitants de la petite ville vaquent à leurs occupations, que les enfants jouent dans les squares et que les mères de famille achètent de quoi préparer le déjeuner, des soldats au visage couvert de petits masques à gaz font calmement des mesures. Les aiguilles des dosimètres s'emballent. Les appareils semblent cassés. Les mesures qu'ils donnent sont délirantes. Chers auditeurs, je fais une parenthèse pour vous dire que tout au long de ce récit, je ne vous donnerai aucune mesure de radioactivité pour la simple et bonne raison que les chiffres dans les sources sont contradictoires. La majorité des dosimètres ne sont pas conçus pour mesurer le niveau de radioactivité réel aux abords de la centrale de Tchernobyl après l'accident et l'URSS a pris la décision de minorer les chiffres officiels. Sachez seulement que le niveau de radiation autour de la centrale est anormalement élevé et extrêmement dangereux. Une chose est sûre, les soldats qui font les relevés n'ont pas besoin des dosimètres pour comprendre que quelque chose ne va pas. Tout près de la centrale, le colonel Grebeniouk sait que les radiations n'ont ni goût ni odeur. Pourtant, il remarque qu'il a un fort goût de métal dans la bouche. Il ne sait pas que l'iode radioactif qui s'échappe du réacteur est en train de saturer son organisme. Il sent que quelque chose de très grave est en train de se passer et commence à craindre pour la sécurité de ses soldats. Nous sommes à Kiev à 20h20 ce samedi 26 avril 1986. La délégation moscovite mandatée par Gorbatchev vient d'atterrir et s'engouffre dans des voitures de fonction pour parcourir les 140 km qui la séparent de Pripyat. Valéry Legasov remarque que le ciel a une couleur pourpre. Le physicien comprend tout de suite que des particules dans l'atmosphère ont changé la couleur du ciel. C'est probablement à cause des particules de graphite en fusion dans l'air, un élément hautement radioactif. La délégation prend ses quartiers dans un hôtel de Pripyat. La population de la ville ne sait toujours rien. 22 heures après l'explosion, aucune mesure n'a encore été prise pour la protéger. Ce n'est qu'en arrivant à Pripyat que Valéry Legasov et les membres de la commission gouvernementale découvrent ce qu'il s'est passé 22 heures plus tôt. Les opérateurs de la centrale ont manifestement minoré les faits pour ne pas inquiéter Moscou, mais le réacteur 4 a bel et bien explosé. Legasov est sidéré quand il découvre que les opérateurs des 3 autres réacteurs sont toujours dans la centrale et continuent à la faire fonctionner.
aucune pastille d'iode n'a été donnée à la population. Ces pastilles doivent être prises immédiatement après un accident nucléaire. Elles doivent saturer la thyroïde pour que l'iode radioactif ne s'y dépose pas et n'empoisonne pas l'organisme. Après son arrivée à Pripyat, la commission gouvernementale est divisée en 4 groupes. Le premier travaille sur les causes de l'accident. Le deuxième part faire des mesures de radioactivité dans Pripyat. Le troisième travaille sur un plan d'évacuation des civils. Et le quatrième, auquel appartient Legasov, travaille aux mesures à prendre pour limiter les dégâts, éteindre l'incendie et nettoyer la zone. Dans la soirée du 26 avril, le groupe de travail de Legasov a établi que l'eau ne peut pas éteindre l'incendie du réacteur parce qu'elle s'évapore à cause des hautes températures de l'uranium en fusion. La quantité de graphite qui enrobait l'uranium peut encore brûler pendant une durée de 240 heures, soit 10 jours. Tant que le réacteur est en fusion, il continue à projeter des matières radioactives dans l'atmosphère. En brûlant, le magma radioactif risque de faire fondre la dalle de ciment sur laquelle il repose. Si ce magma s'enfonce dans le sol, il va entrer en contact avec un réservoir d'eau situé en dessous de lui. Ça déclenchera une nouvelle réaction en chaîne et donc une explosion gigantesque qui rendrait l'Europe inhabitable et polluerait les cours d'eau de tout le continent. Il y a en effet une immense nappe phréatique sous la centrale. Pour Legasov, la priorité est donc de trouver les matériaux nécessaires pour éteindre l'incendie. À Moscou, Gorbatchev est furieux. Les informations sur Tchernobyl lui parviennent au compte-gouttes. 24 heures après l'explosion, il commence à prendre la mesure du drame auquel il va devoir faire face en tant que chef d'État de l'URSS. Nous sommes le 27 avril 1986, dans la matinée, à Pripyat. Cela fait une 30aine d'heures que le réacteur numéro 4 a explosé. Valéry Legasov constate que le KGB organise l'évacuation de la ville dans le plus grand calme et avec une efficacité remarquable. 1250 cars ont été mobilisés. La population a été informée qu'elle a 2 heures pour prendre quelques affaires. Les personnes âgées qui ont connu la guerre râlent un peu. Avant, on se mettait à l'abri à cause des bombes, mais là, que redoute-t-on ? Il n'y a rien. Le danger est invisible. Ils ne savent pas que l'atome est en train de modifier la composition de leur sang et de fabriquer des mutations génétiques qui causeront des cancers à nombre d'entre eux. Des pastilles d'iode commencent à être distribuées aux enfants de manière un peu aléatoire, mais c'est trop tard. Leurs organismes sont déjà saturés de matières radioactives sans qu'ils le sachent. En fin de matinée, la population de Pripyat quitte la ville. Les 49 000 habitants de la cité soviétique modèle pensent rentrer chez eux dans 2 ou 3 jours. Si Valéry Legasov est impressionné par l'efficacité du KGB, il fustige les services de la défense civile. Il est atterré de constater qu'aucune information n'est donnée à la population. Personne n'explique comment se protéger des radiations, quelle nourriture consommer ou non. Il n'y a aucun message officiel diffusé dans les haut-parleurs de la ville. La population est maintenue dans l'ignorance. Pour lui, c'est criminel. Il ne sait pas que la vérité éclatera bientôt depuis l'étranger. Nous sommes en Suède le lundi 28 avril 1986. Les centrales nucléaires du pays, comme toutes les centrales nucléaires du monde, sont équipées de capteurs de radioactivité. Les centrales suédoises remarquent que leurs capteurs s'emballent. Celle de Forsmark, à l'est de la Suède, est la plus impactée. Elle vérifie ses installations, mais le problème ne vient pas de chez elle. La radioactivité est dans l'atmosphère. Les informations remontent au gouvernement, les ambassades sont appelées. Tous les hauts fonctionnaires habilités à le faire cherchent activement la source du problème. Il y a eu un accident nucléaire quelque part, c'est certain. C'est un satellite espion KH-11 qui donne principalement les informations aux Américains. Des satellites espions américains et européens se mettent à quadriller l'Europe de l'Est.
Le toit du réacteur a été soufflé. Les Américains essaient notamment de reconstituer les faits et de suivre l'évolution des événements. Bientôt, les services de renseignement occidentaux remarquent d'étranges fumerolles qui s'échappent de la centrale de Tchernobyl. Elles sont bien visibles avec les caméras thermiques. Pas de doute, c'est la source de la pollution nucléaire, mais l'information n'est alors détenue que par une poignée de personnes autorisées dans le monde. Elle n'a rien d'officiel. Vous savez qu'en Union soviétique, on n'annonce jamais les accidents quand on peut éviter de les annoncer. Et par conséquent, ils n'annonceront pas non plus la dimension réelle de cet accident qui semble être très grave. C'est sans doute le plus grave accident atomique qu'il y ait eu. Pendant que les services de renseignement s'affolent, les vents ont poussé le nuage de Tchernobyl vers le nord. La Biélorussie, l'ouest de la Russie et les pays baltes sont impactés depuis la veille. La radioactivité touche désormais les pays scandinaves. Le nuage se déplace aussi à l'ouest et survole l'Europe centrale, l'Allemagne et le nord de l'Italie. Pour l'heure, l'anticyclone des Açores protège la France des vents contaminés en ce lundi 28 avril 1986. Le gouvernement de l'Union soviétique sait qu'il ne peut plus cacher longtemps l'accident de Tchernobyl. C'est le moment pour Mikhaïl Gorbatchev de tester sa nouvelle politique de glasnost, la transparence des décisions politiques et la liberté de la presse. Il habilite le chef de la commission de l'énergie atomique de Russie à prévenir le gouvernement suédois qui réclame des comptes. Une annonce officielle est ensuite faite, mais la communication est totalement prise en main par le KGB. Oui, il y a eu un accident à la centrale nucléaire de Tchernobyl. Évidemment, la situation est sous contrôle. D'ailleurs, Moscou accrédite de nombreux journalistes pour se rendre sur place. À l'affût d'un scoop, les photographes et les vidéastes convergent vers Pripyat. Un diplomate soviétique a d'ailleurs reconnu hier après-midi, selon ses propres termes, que l'incident n'était pas liquidé et qu'il y avait encore des menaces. Ce diplomate a essayé de stopper la campagne menée aux États-Unis et en Occident contre l'URSS. Nous voulons dissimuler aucune information utile, a-t-il prétendu. Pour lui, le bilan des victimes est toujours de 2 morts et 18 blessés graves. À Pripyat, désormais déserte, la commission gouvernementale réunie dans le grand hôtel de la ville est en train de préparer son plan d'action pour éteindre l'incendie du réacteur numéro 4. Legasov demande à l'armée de réunir tout le sable, l'acide borique et l'azote liquide à disposition en URSS pour étouffer le feu et absorber les radiations. Dès l'aube du 29 avril 1986, une petite centaine d'hélicoptères quittent Moscou pour larguer ces matériaux dans le réacteur. Ils sont pilotés par des militaires aguerris qui n'ont peur de rien. Mais l'ennemi qu'ils vont trouver à Tchernobyl est bien plus dangereux qu'ils ne l'imaginent. La glasnost à l'épreuve de l'atome. Nous sommes le mardi 29 avril 1986. 80 pilotes d'hélicoptères de combat survolent la centrale nucléaire de Tchernobyl. La chaleur est insoutenable. Il fait plus de 100 degrés à 200 mètres au-dessus du réacteur en fusion. Les techniciens à bord lancent dans le cratère formé par l'explosion des sacs de 80 kg de sable et des sacs d'acide borique. Ces matériaux doivent à la fois étouffer le feu et absorber la radioactivité. Au cœur du réacteur, toujours en fusion, la réaction en chaîne de l'uranium se poursuit et délivre dans l'atmosphère des tonnes de particules radioactives. Les hélicoptères forment un balai dans le ciel de Pripyat, la ville la plus proche de la centrale. Les pilotes les plus chevronnés parviennent à survoler la centrale jusqu'à 33 fois dans la journée. À chaque ravitaillement au sol, ils vomissent tripes et boyaux, mais il faut continuer. Les techniciens suent à grosses gouttes. Tout le monde ignore la fatigue et les premiers symptômes d'une irradiation mortelle. Les nausées, les évanouissements, les maux de tête soudains. Les victimes les plus irradiées, surtout parmi les pompiers appelés après l'explosion, sont acheminées à l'hôpital numéro 6 de Moscou, le seul capable de prendre en charge les personnes exposées à des hautes doses de radiation. Les infirmières voient arriver dans leur service une trentaine d'hommes entre 20 et 30 ans. Le pic des diarrhées et des vomissements est passé, ils plaisantent entre eux, ils sont convaincus qu'ils vont mieux. Les infirmières se taisent. Elles savent qu'ils sont entrés dans la période de latence.
L'atome se terre au fond de leur chair et entreprend silencieusement son œuvre dévastatrice. Bientôt, ces hommes commenceront à se décomposer vivants. Leur chair se consumera jusqu'à l'os, des os bientôt à l'air libre qui s'effriteront dès qu'on les touchera. Leurs veines deviendront poreuses. Il ne sera même plus possible d'y injecter des antidouleurs. Ils mourront après une longue et terrible agonie dans les jours, les semaines, les mois ou les années à venir. Ce n'est que le début de l'hécatombe, mais il n'est déjà plus question de tenir les comptes. Quelque part dans un bureau de Moscou, on est déjà en train de changer les seuils annuels d'irradiation autorisés sur les humains pour minorer le nombre de morts à venir. En France, suite aux annonces de Moscou, les journaux évoquent enfin l'accident nucléaire de Tchernobyl. Ces journaux sont sommaires parce qu'on ne sait rien. Les journalistes sont sur les dents et colportent tout au plus des rumeurs infondées. La classe politique se tait. Ce sont donc des experts qui obtiennent leur ronde serviette sur les plateaux. Ils ont tous en commun d'être rassurants. En France, nous n'avons absolument rien à redouter de ces nuages, de ces aérosols radioactifs qui tournent dans l'hémisphère nord et qui se dispersent et se diluent progressivement. De semaine en semaine, la radioactivité est divisée par 2. On voit en Allemagne ou en Pologne des services sanitaires qui distribuent des pastilles d'iode aux enfants ou aux femmes enceintes. Est-ce que ce sont des mesures qui doivent être prises ? Ces mesures sont absolument injustifiées à l'heure actuelle. Elles ne seraient envisageables qu'au voisinage très proche de la source d'émission de la centrale accidentée, par exemple. Donc il n'y a aucun souci à se faire ? Il n'y a aucun souci à se faire et il faut au contraire vraiment lutter contre cette panique injustifiée. En France, tous les ingénieurs qui travaillent dans des institutions dans le domaine du nucléaire sont tenus au secret professionnel. Il n'y a que les chefs de ces institutions qui peuvent prendre publiquement la parole, à l'instar du professeur Pellerin. Ce médecin de formation est le seul à pouvoir faire des prélèvements à grande échelle dans le pays et à pouvoir tirer la sonnette d'alarme en cas de contamination excessive. Mais pour lui, il n'y a rien d'alarmant. L'anticyclone des Açores repousse toujours les vents potentiellement contaminés par le nuage radioactif. Dans le grand hôtel de Pripyat, les groupes de travail de la commission gouvernementale mettent en place le plan d'évacuation de tous les habitants de ce qu'on appelle désormais la zone. Toute la population, dans un rayon de 30 km autour de la centrale, est déplacée. Cela concerne 130 000 personnes en Ukraine et en Biélorussie. Le physicien Valéry Legasov constate que les efforts pour étouffer le feu du réacteur ne sont pas suffisants. La radioactivité continue à contaminer l'air. Avec son groupe de travail, il a l'idée de jeter du plomb dans le brasier pour étouffer le feu et bloquer les rayonnements. L'idée n'est pas anodine parce que si la température du réacteur est trop haute, elle va vaporiser une partie du plomb et créer une nouvelle pollution. Or, il est très difficile de mesurer la température exacte du magma atomique qui se consume dans les entrailles du bloc 4. Les journalistes sur place se sont pris de passion pour l'aiguille, un dispositif technique qui doit être jeté par hélicoptère dans le brasier pour mesurer sa chaleur. Ils assaillent de questions tous les hommes politiques présents sur place et se délectent des informations partielles et partiales qu'ils recueillent. Legasov se dit que si les journalistes venaient interroger les scientifiques comme lui, ils connaîtraient la vérité. Les systèmes de communication de l'aiguille ne fonctionnent pas bien. Ils sont brouillés par les radiations et on ne connaît toujours pas la température exacte au cœur du réacteur. Legasov et les autres scientifiques prennent donc la décision, comme dans une partie de poker, de faire jeter du plomb dans le réacteur. Mais une partie de ce plomb est en effet vaporisée par l'intense chaleur et aggrave la pollution autour de la centrale. Quoi qu'il arrive, il faut poursuivre les efforts car la température du réacteur ne baisse pas. C'est une catastrophe. La dalle sous le réacteur en fusion pourrait s'effondrer. Le risque de nouvelle explosion cataclysmique si la matière en fusion entre en contact avec la nappe d'eau sous le réacteur est estimé entre 5 et 10%. Elle serait si puissante qu'elle pourrait raser la ville de Minsk située à 320 km de là. D'ailleurs,
Un groupe de la commission moscovite travaille à un plan d'évacuation de la capitale de la Biélorussie, au cas où. Pour l'éviter, il faut drainer l'eau qui se trouve sous la dalle du réacteur. Il n'y a qu'un seul homme qui connaisse l'endroit précis où se trouvent les vannes d'évacuation de l'eau dans les entrailles de la centrale. Il s'agit de l'ingénieur Alexei Ananenko. Il connaît les risques qu'il court en se déplaçant dans les sous-sols irradiés du réacteur, mais sa conscience professionnelle le pousse à mettre sa vie en danger. Il sait que si une seconde explosion a lieu, l'Europe serait inhabitable. Accompagné de 2 autres ingénieurs volontaires, Ananenko descend dans les sous-sols du réacteur numéro 4, sous le magma atomique. Les 3 hommes sont équipés de combinaisons de plongée avec des respirateurs. La lumière de leurs lampes vacille à cause des radiations qui perturbent leurs circuits rudimentaires. Les 3 hommes avancent dans la piscine d'eau contaminée dans l'obscurité presque totale. Le bruit de leur propre respiration dans leur combinaison leur paraît assourdissant. Après plusieurs minutes de marche angoissante, les 3 hommes parviennent à ouvrir les vannes d'évacuation. Pendant les jours à venir, 19 000 tonnes d'eau vont s'évacuer sous la centrale. Ce drainage est salutaire, mais il risque de contaminer les cours d'eau autour de Tchernobyl. Legasov réalise plusieurs prélèvements dans les rivières aux alentours. Il est soulagé de constater que la pollution des cours d'eau demeure étonnamment faible. En revanche, le Limon est très contaminé. À ses yeux, c'est un moindre mal. Pendant que les scientifiques cherchent toujours des solutions pour maîtriser l'incendie, Mikhail Gorbatchev va plus loin dans sa politique de glasnost. Il invite à Tchernobyl le Suédois Hans Blix. Ce diplomate est le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique. Il est le premier occidental à se rendre sur les lieux du drame. Il est indispensable d'entretenir des bons rapports avec lui parce que l'AIEA participera à l'analyse de la tragédie pour en tirer des recommandations à destination des autres centrales et mieux utiliser l'énergie nucléaire. C'est la première coopération officielle avec l'Ouest depuis plusieurs décennies et ce rapprochement entre les 2 blocs est vivement souhaité par Gorbatchev. Selon Hans Blix, les Soviétiques maîtrisent la situation. C'est ce que tout le monde se dit désormais. Les informations données à la population ukrainienne sont aussi maigres que rassurantes. La Pravda, le journal officiel du parti, ne fait qu'un petit encadré sur l'accident de la centrale. Personne ne s'inquiète. Le 30 avril 1986, les journalistes d'Europe 1 interviewent des expatriés français à Kiev. Aucune panique, personne ne sait rien. On en parle, si, on fait quelques supputations dans les taxis, mais comme ça, quoi. C'est rien du tout d'alarmant. Qu'est-ce qu'on dit dans les taxis ? On dit, il paraît qu'il y a eu une tragédie à 150 km, mais ils ne se sentent même pas concernés de toute façon. On parle quand même de tragédie. On parle de tragédie, oui, mais ils ne se sentent pas du tout concernés. Et on parle de combien de morts ? Entre 150 et 1000. Non, à Kiev, rien d'anormal. Les gens préparaient le 1er mai comme vraiment tout à fait normalement. Et bon, les gens parlaient de ça dans la rue, mais sans panique, tout à fait calmement. Qu'est-ce qu'ils disaient dans la rue ? Les gens se demandaient combien il y avait de morts exactement, qu'est-ce qui se passait exactement, si c'était un réacteur en fusion, s'il était éteint, s'il était allumé, s'il était... Dans la rue, on parlait de combien de morts ? Ça varie de 2 à 2000, c'est très vague. Comme le dit cette expatriée française, à Kiev, tout le monde prépare les festivités du 1er mai qui sont très importantes dans la culture communiste parce que c'est la journée internationale des travailleurs. Le photographe Igor Kostin de l'agence Novosti, le premier à avoir photographié le réacteur éventré par l'explosion, couvre les célébrations. La population, habillée en costume traditionnel avec des fleurs dans les cheveux, est incitée à venir défiler. Tout le monde respire l'air contaminé sans se douter de rien. Le premier secrétaire du Parti communiste de l'Ukraine est présent avec sa famille. Des sourires illuminent leur visage. On ne sait pas si cette journée a eu un impact délétère sur la population de Kiev. On sait seulement que les photos de l'événement ont en grande partie disparu des archives, même si le photographe Igor Kostin possède toujours les siennes. On sait aussi que le premier secrétaire du parti s'est suicidé quelques années plus tard. Pendant que Kiev fait la fête,
l'anticyclone des Açores s'atténue. Le nuage radioactif passe au-dessus de la France. La pluie fait retomber des particules sur les sols corses. Un pompier s'étonne de voir le dosimètre de sa caserne s'affoler. Il fait un signalement à la police. Le lendemain, le dosimètre a disparu de la caserne. Que faut-il dire aux agriculteurs? Doivent-ils faire contrôler la radioactivité de leurs légumes? Et dans ce cas, par qui? On ne doit pas apporter de restrictions aux produits qui sont cultivés en France. Actuellement, ça serait absolument injustifié. Les autorités françaises affirment toujours que tout va bien, alors que nos voisins allemands et italiens envisagent des mesures pour interdire aux consommateurs l'achat de produits frais contaminés. Les Allemands ont fixé leur seuil de radioactivité à 500 becquerels par kilo de légumes. La France, elle s'inquiète à partir de 2000. Alors entre les deux, les Alsaciens frontaliers s'inquiètent et s'interrogent. La radio allemande, très écoutée ici, annonçait il y a quelques jours une augmentation très nette du nombre d'avortements pratiqués sur des femmes paniquées. Ici, la psychose se porte en revanche sur la consommation des légumes. Les ménagères sur les marchés boudent les épinards et les salades, et les maraîchers s'arrachent les cheveux. 80% de la production d'épinards a été détruite. Même les particuliers renoncent à manger les fruits et les légumes de leur jardin. Et ce qui inquiète le plus les ménagères, c'est qu'elles ont continué de cuisiner normalement à l'époque où le nuage est passé et pendant les 8 jours qui ont précédé les premières informations. Alors que les relevés de radioactivité européens restent mystérieux, le colonel Grebenyuk, présent à Pripyat dans les premières heures qui ont suivi l'accident, envoie ses hommes faire des relevés dans la forêt autour de Pripyat. Les pins semblent avoir brûlé sur pied. Ils sont rouges. C'est pour ça qu'ils prennent le nom de forêt rousse. La radioactivité y est très forte. Elle est retombée au sol en taches de léopard, selon l'expression imagée des scientifiques. Des soldats sillonnent la zone d'exclusion et la forêt pour tuer les animaux sauvages et domestiques. Ceux-ci colportent des poussières radioactives dans leur pelage. Il faut donc les abattre. Legasov et ses collègues décident après mûre réflexion de ne pas brûler la forêt rousse pour ne pas relâcher des particules radioactives dans l'air. Une partie des arbres morts près de la centrale sont abattus et enterrés. Des bouleaux plus résistants aux radiations sont plantés. Pour le reste de la forêt, la nature et le temps feront leur œuvre. En attendant, il faut mettre les bouchées doubles du côté du réacteur pour éteindre le brasier qui continue de brûler et sécuriser la centrale. Un groupe de techniciens s'est engagé dans les conduits de tuyauterie du réacteur numéro 4 pour s'approcher au plus près de la masse en fusion et évaluer les dégâts. Après une progression pénible dans les conduits à moitié écroulés, ils percent la cuve du réacteur au chalumeau. La chaleur et le taux de radiation montent brutalement, mais les hommes serrent les dents. Ils doivent achever leur expertise. Le brasier couve toujours sous les tonnes de sable, d'acide borique, de plomb et d'azote liquide déversés sur lui. La réaction en chaîne pourrait reprendre à tout moment, mais l'urgence, c'est la dalle de ciment sur laquelle repose le brasier. Elle est en train de se fissurer. L'eau sous la dalle a été drainée, mais la centrale est construite sur un sol sablonneux au-dessus d'une énorme nappe phréatique. Si le magma en fusion entre dans la nappe phréatique, les rivières et les fleuves de la région vont être pollués et en bout de course, les fleuves et les océans. Il faut à tout prix éviter ce drame. Le 12 mai 1986, le vice-ministre de l'industrie minière se rend à Toula, une ville minière au sud de Moscou. Il recrute 10 000 mineurs pour une mission en urgence et à très haut risque. Ils vont devoir creuser un tunnel sous la centrale en un temps record pour fabriquer une salle souterraine sous le réacteur numéro 4. Dans cette salle, les ingénieurs installeront un système de refroidissement à l'azote. Les mineurs ne comprennent pas parfaitement la situation, mais ils savent que c'est grave. Ils se relaient 24 heures sur 24 pour creuser un tunnel de 150 mètres. Dans le boyau, la température monte à 50 degrés. Les mineurs travaillent torse nu. Ils ont enlevé leur ridicule masque en tissu et boivent de l'eau en contact avec les poussières irradiées du tunnel. Un quart d'entre eux mourra de leur héroïsme dans les années à venir, avant l'âge de 40 ans. En 1 mois et 4 jours, ils ont accompli un travail qui devrait prendre 3 mois en temps normal.
Sous le réacteur numéro 4, ils ont creusé une salle de 30 mètres de côté pour installer un système de refroidissement. Mais l'équipe scientifique de Valéry Legasov change de stratégie. Cette salle aura un autre usage. Le 14 mai 1986, 18 jours après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl, Mikhail Gorbatchev contacte personnellement Valéry Legasov. Il souhaite que le physicien lui fasse un compte-rendu précis des événements afin de préparer son discours à la télévision russe. Le premier secrétaire souhaite se montrer transparent avec le peuple pour gagner la confiance de l'opinion. Mais cette transparence n'est évidemment pas parfaite. Les informations sont soigneusement triées, tout est sous contrôle. Le général Nikolai Tarakanov supervise la présence à Tchernobyl de 100 000 soldats et de 400 000 civils, majoritairement des réservistes russes, ukrainiens et biélorusses, pour nettoyer la zone d'exclusion et sécuriser le site. Cette mission prendra environ 1 an et ces hommes, ces véritables héros, sont surnommés les liquidateurs. Au début du mois de juin, le printemps est revenu dans la zone d'exclusion. La campagne est sillonnée par des troupes d'hommes en tenue kaki avec des masques à gaz légers. Ils nettoient au jet les maisons des petits villages abandonnés. Quelques vieillards qui ont refusé de quitter les lieux les regardent avec un mélange de mépris et d'amusement. Ce qu'ils font, ça ne sert à rien. Peut-être, mais pour les liquidateurs, c'est toujours mieux que rien. Et pour l'équipe des scientifiques de Valéry Legasov, c'est une nécessité. Pendant que des liquidateurs nettoient la campagne, d'autres sont envoyés dans la salle creusée par les mineurs sous le réacteur numéro 4. 1 mois et demi après l'explosion, le magma radioactif toujours instable est à peu près étouffé. Legasov et les scientifiques préfèrent désormais couler une nouvelle dalle de béton dans cet espace pour protéger la nappe phréatique située sous la centrale. Le système de refroidissement n'est plus nécessaire. « 8 semaines se sont écoulées depuis l'explosion. Le mois de juillet va bientôt commencer. Valéry Legasov étudie la vingtaine de projets proposés par des ingénieurs pour recouvrir le réacteur numéro 4. Il faut lui fabriquer une sorte de sarcophage qui protège le magma des éléments et de l'humidité pour éviter la reprise de la réaction en chaîne, de nouvelles explosions et de nouvelles pollutions ingérables. Les scientifiques optent pour une sorte de sarcophage d'acier et de béton de 170 mètres de long et de 66 mètres de haut. Pour l'installer, il faut nettoyer le toit du réacteur numéro 3 qui est recouvert de débris de graphite hautement radioactifs. Comme la mission est très dangereuse, on envoie des robots, mais les circuits grillent rapidement à cause des radiations. Les machines semblent devenir folles et se jettent parfois du haut du toit de la centrale. Il faut se rendre à l'évidence, cette mission devra être accomplie par des hommes. Des biorobots, comme on disait alors. Legasov a fait plusieurs relevés sur place pour calculer les taux de radiation et savoir combien de temps on peut envoyer les liquidateurs sur les toits. Il s'aperçoit que les mesures n'arrêtent pas de varier. Il suffit de faire un pas pour qu'elles changent. Il y a des zones où les hommes peuvent travailler 2 minutes et d'autres 40 secondes avant de recevoir des doses de radiation mortelles. Les liquidateurs découpent des plaques de plomb qu'ils mettent par-dessus leur uniforme pour tenter de se protéger des radiations. Par petits groupes de 8 hommes, au son d'une sirène qui rythme la cadence, ils montent sur le toit du réacteur numéro 3, attrapent une pelle ou des morceaux de graphite entre leurs mains et jettent les déchets radioactifs par-dessus le toit. Ils répètent ce balai 1 ou 2 fois et quittent le bâtiment. C'est un travail de fourmi qui s'étend jusqu'à l'automne. Le photographe Igor Kostin a accompagné 5 fois les liquidateurs sur les toits pour les immortaliser. 40 secondes de travail par jour. C'est rien. Ça semble absurde. Et pourtant, les hommes qui redescendent du toit se plaignent de fatigue intense, de nausées, de douleurs articulaires abominables. Ils ont beau être douchés, bien nourris, recevoir chaque jour des vêtements neufs. L'atome se fraye un chemin dans leur ADN et joue avec leur gène une partie macabre de laquelle seule la mort sortira gagnante.
L'Organisation mondiale de la santé révèle aujourd'hui que ces liquidateurs, dont très peu savaient les risques qu'ils couraient pendant les opérations, ces héros sont aujourd'hui 2 fois plus frappés par des leucémies que le reste de la population. Aucun bilan définitif ne peut être fait aujourd'hui, mais les moins pessimistes estiment que dans les prochaines décennies, 10 000 personnes mourront d'un cancer de Tchernobyl. Après 7 mois de travail acharné, la radioactivité sur le toit de la centrale a baissé de 35% seulement. Alors que des ouvriers achèvent de monter le sarcophage du réacteur numéro 4, les liquidateurs gravent leur nom sur les poutres en métal de la toiture avant qu'elles ne soient montées. Ils font ce qu'on appelle des graffitis de passage. Ils étaient là. Comme ça, au moins, on n'oubliera pas leur nom. Le général Tarakanov, quant à lui, pose un drapeau soviétique au sommet du sarcophage du réacteur numéro 4. La guerre est finie et elle est gagnée. À la fin du mois d'août 1986, Hans Blix a organisé un congrès à Vienne à l'Agence internationale de l'énergie atomique pour faire le point sur la catastrophe. Valéry Legasov est auditionné pendant 5 heures. C'est lui que le Kremlin a envoyé à Vienne pour communiquer le bilan de la catastrophe aux autorités internationales. Legasov est grave. Il explique que les opérateurs de Tchernobyl se sont montrés trop zélés et inconséquents en lançant des tests sur le réacteur sans l'aval de leur chef. Ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour faire face à un imprévu. Quand un court-circuit a fait échouer le test, ils n'ont pas su quoi faire pour empêcher le drame. La catastrophe de Tchernobyl est due à une série d'erreurs humaines. Il conclut en donnant des recommandations pour éviter de nouveaux accidents et des procédures en cas de nouveaux drames. Selon lui, la tragédie de Tchernobyl ne doit pas empêcher le développement du nucléaire civil. Il dit lui-même que pour de nombreuses raisons écologiques, il est impossible de ne pas développer l'énergie atomique qui s'avère moins dangereuse et moins polluante que les énergies fossiles. Mais il faut le faire dans des conditions de sécurité maximale en acceptant que le risque zéro n'existe pas. Après le congrès de Vienne, Valéry Legasov devient une star en Occident. Il est interviewé par plusieurs chaînes internationales. Malgré ce succès, le physicien est un homme tourmenté. Il n'a pas tout dit à Vienne. Il a caché au monde que la centrale nucléaire de Tchernobyl n'avait pas été construite dans des conditions de sécurité optimales. Pour des raisons économiques, il y avait des malfaçons. Legasov a caché à l'Occident que l'Union soviétique porte donc sa part de responsabilité dans le drame. Cette information rend fou Mikhail Gorbatchev, qui constate que son pays va bien plus mal qu'il ne l'imaginait et sa politique de glasnost a ses limites. On ne peut pas tout dire. De retour en URSS, Legasov est ostracisé par ses confrères. Certains sont jaloux de son succès, d'autres lui reprochent ses états d'âme. Au niveau international, personne ne tient compte de ses recommandations de sécurité. Seules 13 mesures ont été prises pour améliorer le nucléaire civil. Cerise sur le gâteau, Legasov est renvoyé de son institut par un vote de ses autres membres. Il s'enfonce progressivement dans une profonde dépression. Au Politburo du Parti communiste, Gorbatchev dresse un bilan du drame. Le nettoyage de Tchernobyl a coûté 15 milliards de roubles. L'Union soviétique est ruinée. La chute du prix du pétrole dans les années 1980 ne permet pas d'alimenter les caisses de l'État. Sur les 500 000 liquidateurs, 20 000 meurent dans les mois qui suivent la fin des travaux et 200 000 sont handicapés. Mais est-ce que ces chiffres sont corrects ? D'autres chiffres n'évoquent qu'une trentaine de morts et l'Agence internationale de l'énergie atomique n'en pronostique que 4 000 dans les années à venir. Au Kremlin, des ordres sont donnés en haut lieu pour minorer les effets du drame. Legasov sait que les officiers avaient prolongé le temps de travail des liquidateurs de plusieurs secondes sur les toits de la centrale, des secondes aux conséquences mortelles. Et les liquidateurs ont eux-mêmes vu leurs officiers mentir sur les doses quotidiennes de radiation reçues. Au final, tout est flou et l'URSS a rapidement oublié ses héros, laissant nombre d'entre eux sombrer dans la misère. Les autres gouvernements européens n'ont pas été beaucoup plus transparents. Il semblerait qu'en France,
il y a eu une hausse des cancers de la thyroïde dans les années 1990, mais rien n'est bien certain. Le ministre de l'Environnement s'appelle Alain Carignon. 10 ans après, bilan sévère pour l'appareil gouvernemental. Le contrôle de la radioactivité dépendait du ministère de la Santé, le contrôle des installations nucléaires dépendait du ministère de l'Industrie, et le ministère de l'Environnement, lui, était questionné et il ne savait rien. Et l'agriculture, lui, était responsable du contrôle de la radioactivité sur les produits agricoles. Chaque ministère français était extrêmement jaloux de ses prérogatives. Et les scientifiques demandaient des délais de plusieurs jours, alors qu'on raisonnait en minutes ou en heures, pour pouvoir livrer des analyses qu'ils estimaient fiables sur l'ensemble du territoire national. Donc c'est dans ce drame le plus terrible que s'est déroulé, à mon avis, un formidable dysfonctionnement français à l'époque. Je suis persuadé que la France n'était à ce moment-là, du point de vue de l'information, n'était pas prête. Nous sommes à Moscou le 27 avril 1988. Cela fait 2 ans et 1 jour que le réacteur numéro 4 de Tchernobyl a explosé. Valéry Legasov a fait une série d'examens médicaux. Il ne souffre pas de cancer, mais d'une grave dépression. Il a enregistré 5 cassettes audio sur lesquelles il raconte calmement son expérience à Tchernobyl et sa conception de la sécurité nucléaire. Il n'y a pas de révélations folles sur les bandes, seulement ce qu'il a vu, ce qu'il a fait, la description des actions qu'il a jugées pertinentes et la critique argumentée de celles qui ne l'étaient pas. Ce sera sa vision des faits, sans aucune censure, celle qu'il laisse pour la postérité, les journalistes et les historiens. Soulagé, il donne un petit coup de pied à la chaise sur laquelle il est monté. Le souffle lui manque, et puis la souffrance psychique intense qu'il ressent depuis des mois s'arrête. Pour toujours. La crise profonde que l'URSS traverse alors est décuplée par le drame de Tchernobyl. Beaucoup se sont aperçus que le rêve d'égalité des travailleurs communistes et l'abolition de la propriété privée est une utopie inatteignable. L'URSS est économiquement exsangue. Les peuples des pays satellites de la Russie réclament leur indépendance parce que les nations multiethniques ne reposent sur aucune valeur commune. En 1991, suite à un putsch, l'URSS implose. Mikhaïl Gorbatchev démissionne. Malgré ses efforts couronnés par le prix Nobel de la paix en 1990, il a échoué à moderniser l'URSS. Quelques mois plus tard, le 8 décembre 1991, la communauté des États indépendants, la CEI, composée d'anciennes républiques soviétiques parmi lesquelles se trouve l'Ukraine, voit le jour. L'Ukraine reste membre de la CEI jusqu'à la fin de la construction de la seconde arche de Tchernobyl en 2018. Cette structure arrondie de 108 mètres de haut est conçue pour protéger le réacteur, empêcher la reprise de la réaction en chaîne et permettre la décontamination de la centrale dans le siècle à venir. La centrale, qui a continué à fonctionner jusqu'au 15 décembre 2000, est désormais hors service et toujours placée sous la surveillance conjointe de l'armée ukrainienne et d'ingénieurs nucléaires. 22 ans plus tard, le 24 février 2022, l'armée russe prend le site de Tchernobyl. Elle y reste jusqu'au 13 mars suivant. Les soldats russes semblent ne pas avoir pris la mesure de ce qu'il s'était passé 36 ans plus tôt sur ce site. Ils ont notamment creusé des tranchées dans la terre contaminée de la forêt rousse, s'exposant ainsi aux poussières radioactives qui s'enfoncent dans le sol, année après année. Il faut bien reconnaître que la forêt rousse n'a plus l'air aujourd'hui d'une forêt contaminée. S'il reste des pins roussis par la déflagration radioactive, des bouleaux moins sensibles aux radiations s'épanouissent. Aujourd'hui, la biodiversité est particulièrement riche. Les chercheurs constatent la présence de loups, d'ours, de lynx et de bisons. Certaines espèces de grenouilles se sont adaptées en devenant plus foncées pour mieux résister aux radiations. Au contraire, certains animaux comptent plus d'albinos dans leur population, mais il n'y a plus de monstres qui naissent alors que les embryons étaient très impactés dans les semaines qui ont suivi l'explosion. Les effets tératogènes de l'atome se sont dissipés en quelques mois. La nature a repris ses droits bien plus vite qu'on ne l'avait imaginé.
Avant la guerre en Ukraine, Pripyat était devenue la Mecque des urbexeurs, ces photographes de lieux abandonnés. Ils ont su mettre en valeur l'élégance poétique de cette Pompéi nucléaire et ils documentent l'évolution du site pour les chercheurs. Aujourd'hui, la fonction vue satellite de l'application Plan de votre smartphone vous permet de la survoler. Vous verrez briller l'arche de la centrale sous le soleil et les rues de Pripyat mangées par la végétation. Près de la rue Lazareva, vous apercevrez les cabines jaunes de la Grande Roue. La fête foraine de cette ville soviétique modèle devait être inaugurée 4 jours après l'explosion du réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl. Cette catastrophe du nucléaire civil soviétique aura 1000 retombées qui ne seront pas toutes radioactives. L'une, et non la moindre, sera de nous faire réfléchir sur une des nouveautés les plus fascinantes de notre époque et qui est la solidarisation accentuée de tous les vivants de la planète Terre par la mondialisation des techniques. Plus les sciences et techniques impliquent la co-responsabilité de tous, plus les hommes voudront savoir, tout savoir. C'est la fin de cette série spéciale consacrée à Tchernobyl. Merci de l'avoir écoutée. Abonnez-vous au Cœur de l'Histoire sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne manquer aucun épisode et suivez-nous sur Twitter, Instagram et TikTok pour avoir accès à des contenus inédits. Au Cœur de l'Histoire est un podcast original Europe 1 Studio produit par Adèle Imbert. Je suis l'auteur du récit que vous venez d'écouter. La direction artistique est assurée par Adèle Imbert et Julien Tarot. Cet épisode a été réalisé par Clément Ibrahim. Julien Tarot a composé la musique originale ainsi que les musiques additionnelles avec la complicité de Sébastien Guidis. Pili Decroix est chargé de la communication, Héloïse Berthil de la diffusion et Sidonie Mangin a créé l'identité visuelle d'Au Cœur de l'Histoire.